jardin d'acclimatation, ce magnifique endroit, avec eh bien, un vaste programme, réussir la territorialisation de la transition énergétique. Oui, beau programme. Et alors en même temps, pour tous ceux qui vont intervenir... Pas facile à dire, c'est voilà, ça? je réclame beaucoup d'indulgence parce que territorialisation, c'est extrêmement difficile. Il se trouve que je vais le dire plusieurs fois, si j'y arrive, c'est pas gagné. Donc déjà pour moi, mais aussi pour les autres, merci pour votre indulgence. Bonjour à tous. C'est un rendez-vous important pour nous, CERS, tous les ans, pour se retrouver autour d'un thème d'actualité et réfléchir ensemble. Donc aujourd'hui, la territorialisation dans la transition énergétique. Je pourrais dire aussi, l'appeler autrement, comment donner un élan collectif, plus dynamique. Ou encore, comment accélérer la transition énergétique et écologique. Parce que ce sont ça, au fond, les sujets du moment. C'est cette accélération, cette augmentation du nombre d'actions, et évidemment dans les territoires, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, pour nous permettre d'aller plus vite. Et quand on parle de dynamique locale, c'est pour nous permettre aussi d'aller chercher des solutions spécifiques pour chaque territoire, spécifiques à leurs usages, spécifiques à leurs besoins, spécifiques à leurs évolutions. Et évidemment, c'est un sujet qui parle à nos entreprises, parce que nos entreprises, elles maillent le territoire. Alors, on ne sait jamais exactement, on a toujours du mal à compter combien on a d'agences. Aujourd'hui, on dit 5000, c'est peut-être 6000, c'est peut-être 7000, c'est peut-être 4800, j'en sais rien. Mais ce chiffre, quel qu'il soit, il vous donne une idée de l'implantation sur les territoires de nos métiers, de nos entreprises, et de la relation d'intimité, finalement, qui existe entre nos entreprises et leurs clients. Alors, les clients de nos entreprises, c'est tout sauf les particuliers, et donc c'est aussi, par exemple, les collectivités. Et avoir cette relation d'intimité avec une collectivité, c'est réfléchir avec elle sur ce qu'elle va devenir, sur ses enjeux, et traduire tout ça dans une solution spécifique, encore une fois, en termes de transition énergétique. C'est la même chose avec un industriel, c'est de réfléchir sur ses stratégies avec lui, et là aussi être capable de venir lui apporter les moyens de se décarboner. Alors, j'ai envie de dire, ce sujet, il est très vaste, en fait, territorialisation de la transition énergétique, parce que ça commence sur le plus petit élément du territoire, un bâtiment par exemple, hein, et comment on va optimiser la consommation énergétique d'un bâtiment, mais ça va jusqu'aux grandes infrastructures. Comment les grandes infrastructures vont pouvoir absorber, gérer cette nouvelle empreinte énergétique qui est en train de se déployer, de se développer. C'est une nouvelle production énergétique, c'est des sujets d'autoconsommation. C'est des sujets de stockage, c'est des sujets bref, il y en a beaucoup, vous voyez, c'est juste pour essayer de vous montrer qu'on est sur un sujet où, au fond, j'ai envie de dire, la vision centrale, un peu à l'ancienne, que l'on peut avoir dans certains pays d'économie dirigée, alors peut-être pas la France, quoique là je vais être sur des sables mouvants, alors je ne vais pas aller trop loin, mais cette vision ne sera forcément pas adaptée parce qu'il y a trop de situations différentes, trop de complexité. Alors, d'un côté, au fond, cette territorialisation de la transition énergétique, ça fait déjà 2 ou 3 fois, là, c'est pas mal. C'était nickel, hein, jusqu'à présent. Faut que j'arrête, là. Cette territorialisation de la transition énergétique, c'est une chance, évidemment, pour nos entreprises. Parce que nos savoir-faire techniques, technologiques qui sont là, parce que cette proximité que j'évoquais du client, elle nous permet de construire des solutions qui sont des solutions techniques, technologiques, numériques, pragmatiques aussi. Et que forcément, c'est autant d'activités pour nous et autant de participation qu'on peut avoir à la transition énergétique. Alors, moi je suis un peu chauvin, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé d'être président du CERS d'ailleurs en fait, hein, j'en sais trop rien. Mais je trouve qu'il n'y a pas de métier, du point de vue de la décarbonation, qui soit plus noble que les nôtres. Quand vous discutez avec tout votre environnement, si vous leur parlez décarbonation, ils vont dire voilà ce que je vais faire pour me décarboner. Mais est-ce que vous en connaissez qui vont dire voilà ce que je vais vous proposer pour vous décarboner, et je vais le concevoir, je vais le réaliser, et si vous le souhaitez, je vais l'exploiter en conformité avec vos usages et en m'engageant un peu sur les résultats. Il ne s'agit pas seulement de donner des conseils, parce que ça, les conseillers, on en connaît un paquet. Il s'agit aussi d'aller jusqu'à l'engagement sur les résultats. Et ça, c'est nos métiers. Et c'est nos métiers, encore une fois, qui maillent le territoire, qui sont au plus près de l'ensemble des acteurs et qui proposent ces solutions. Bon, alors, d'un autre côté, c'est aussi une responsabilité, évidemment. Parce que si on est le seul métier à même de faire ça, il faut assumer cette responsabilité. C'est une responsabilité vis-à-vis des clients finaux. Alors, souvent, je fais une distinction parce que le client final, c'est celui qui est dans l'usage. C'est donc aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux. C'est une responsabilité vis-à-vis
du monde politique. C'est une responsabilité parce qu'il s'agit d'être au rendez-vous pour proposer, aider à imaginer, à définir les cadres qui vont permettre d'accélérer cette transition énergétique. Alors il y a d'autres acteurs qui le font bien sûr, mais à nous aussi de le faire. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important parce qu'au cours finalement de ces derniers mois, de dernières années, c'est devenu de plus en plus clair pour les autorités que nos métiers sont là. Alors ils sont méconnus par le grand public bien sûr parce que ce ne sont pas des métiers de grande consommation. Mais il commence à être connu par les acteurs et les décideurs finalement de la territorialisation de la transition énergétique. Et évidemment, c'est le sens de notre débat cet après-midi. Et je voudrais dire deux choses après sur cette responsabilité. Finalement, elle nous donne aussi plus de visibilité. Et vous savez qu'on a un vrai sujet aujourd'hui qui est les ressources humaines. Comment faire face à tous ces marchés qui sont en train de se présenter devant nous, comment permettre de suivre le rythme. Dès que des élus vont vouloir aller plus loin, il faut qu'on soit au rendez-vous. Et donc, comment attirer les talents. Et être plus visible, c'est aussi le moyen pour les jeunes aujourd'hui de connaître ces métiers qu'ils connaissent généralement peu. Et puis, un signal pour moi qui est extrêmement fort sur cette visibilité, c'est Christophe Béchu qui a accepté, qui a même souhaité d'ailleurs en réalité, faire l'introduction de cette réunion. Et alors là, il y a toujours, évidemment... Mais il est où alors ? Oui, évidemment. Jusqu'à ce matin, c'était bon. Non, j'exagère. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était bon. Et puis, Elisabeth Borne a décidé de présenter son plan sur la ruralité. Christophe Béchu, il est ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires. Cohésion des territoires, ruralité. Il a dû faire ses bagages, partir avec Elisabeth Borne. Comme elle a choisi la Vienne pour faire la présentation de son plan, c'est pas très pratique pour ce soir. Néanmoins, il a absolument tenu quand même à nous passer ses messages. Et donc, il a enregistré une vidéo qu'on va voir là maintenant, au travers de laquelle il va passer ses messages. Et je crois que ça, c'est aussi un signal important sur où nous sommes attendus en matière de territorialisation de la transition énergétique, en réponse à où nous attendons aussi les politiques pour nous aider à aller plus vite. Voilà. Je vous souhaite une réunion fructueuse. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et on regarde tout de suite Christophe Béchu. Parfait. Merci. Je vous reprends le Monsieur le Président, cher Jean-Pascal de Peretti, mesdames et messieurs, pour la première année de son second siècle d'existence, le CRC fait plus que jamais le choix de se tourner vers les défis de l'avenir. Et c'est une chance car nous avons besoin de tous vos talents, de toutes vos compétences pour y parvenir. Face au dérèglement climatique et à ses conséquences, vous le savez, les transitions écologiques et énergétiques sont un enjeu vital. C'est pour y répondre que nous déployons une planification ambitieuse dans tous les secteurs sous la conduite de la Première ministre, à la fois pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre et pour adapter nos façons de faire afin de bâtir un modèle de société résilient. Réussir la territorialisation de la transition énergétique. Le thème de vos échanges aujourd'hui me parle tout particulièrement, vous vous en doutez, en tant que ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Mais aussi, en tant qu'élu local, en tant qu'ancien maire, nous le savons, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, la baisse de 55% de nos émissions de CO2 d'ici 2030, pour aller vers la neutralité carbone, la transition écologique ne peut pas se résumer aux grands centres urbains, aux métropoles ou à quelques décisions nationales. Tous les territoires doivent embrasser ces changements systémiques. Et il ne saurait y avoir d'oublier de la transition, ou de transition à deux vitesses qui contribuera à créer une nouvelle fracture, menaçant la cohésion de notre pays. Territorialiser la transition énergétique, c'est donc un impératif d'efficacité, un impératif de justice, et cette territorialisation, je dirais même que c'est une condition de la réussite de la transition. C'est pour cela que nous faisons le choix d'une transition par et pour les territoires, avec une planification qui met les décideurs locaux au centre de la démarche. Une planification qui ne constitue en aucun cas un retour à l'État centralisateur. Au contraire, la planification territorialisée, c'est un État qui se met au service des élus locaux pour permettre de faire levier sur les financements de leurs projets, pour les accompagner dans la conception de leur stratégie et bien sûr, pour s'assurer de la cohérence de la dynamique générale au niveau national. Une même solution n'est pas la bonne partout. Vous connaissez bien les spécificités de chaque territoire sur le plan énergétique notamment. Et les élus locaux sont les plus à même
concevoir des dispositifs efficaces au plus près des réalités du terrain, des besoins, des attentes et de l'acceptation de nos concitoyens. Cette conviction, elle se traduit déjà dans l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place. Et je pense à ce que j'ai lancé, annoncé par la Première ministre il y a quelques mois, le Fonds vert. Nous continuerons de poursuivre selon cette méthode, en partant des initiatives des élus locaux, en associant les associations qui les représentent, bien en amont de la construction de nos politiques publiques. Réussir la transition énergétique des territoires suppose un effort massif de la part de tous les acteurs. C'est pour cela, notamment, qu'au-delà de notre propre engagement aux côtés des collectivités, nous cherchons à mobiliser tous les leviers possibles, comme par exemple, il y a quelques semaines, la possibilité que nous avons ouverte de recourir au tiers financement pour les travaux de rénovation énergétique en changeant le code de la commande publique et en rendant possible les contrats de performance énergétique. Nous avons besoin de vos savoir-faire, de votre capacité d'innovation. On le voit avec la montée en puissance des Smart Cities. Le numérique est un levier puissant au niveau de la collectivité pour gérer au plus près les usages et la consommation d'énergie. Avec le cap que nous avons fixé, de façon nette, vous avez, en tant qu'entrepreneur, la visibilité de moyen et de long terme dont je sais que vous avez besoin pour investir. Pour une collectivité, s'engager pour la transition énergétique de ses réseaux, de ses infrastructures, ce n'est pas seulement investir pour les générations futures, c'est très concrètement réduire sa facture. Une problématique d'autant plus importante avec la hausse du coût de l'énergie. Mais c'est aussi améliorer de façon significative et concrète la qualité de vie de ses habitants. Mesdames et messieurs, je voudrais pour finir évoquer un autre sujet d'importance, un sujet où les territoires occupent une place indispensable, selon moi, précisément pour la réussite de cette transition. Et je veux parler du sujet de la formation et de l'emploi. Face à une demande appelée à croître de façon exponentielle, l'enjeu, pour vous, c'est d'avoir un vivier suffisamment conséquent de personnel qualifié pour y répondre. Et là aussi, je suis convaincu que c'est dans les territoires que nous pouvons les déployer. C'est tout l'objectif du projet de loi Industrie verte que nous portons en ce moment. S'appuyer sur les ressources des territoires pour faire de notre pays le premier pays de l'industrie verte en Europe. Il y a là une opportunité de développement dont il faut que nous nous emparions tous ensemble. Une opportunité de réussir notre transition, à la fois pour et par les territoires. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de très bons échanges. Voilà, faire de la France le premier pays de l'industrie verte en Europe, grâce à une planification décentralisée, territorialisée, au service des élus locaux. Et puis, vous l'avez entendu, un ministre qui compte sur vous, qui compte sur votre savoir-faire et sur votre capacité d'innovation. Voilà pour la vision du gouvernement. Je vous propose de prolonger le débat tout de suite et de voir avec nos invités les clés de la réussite en matière de territorialisation de la transition écologique. Merci d'accueillir nos applaudissements Valérie Michaud, enseignante-chercheuse à l'État application, Francis Pellico, secrétaire général adjoint de l'association des petits de France, directeur général des Universités et, vous le savez, administrateur du CERS. Merci à tous les trois d'avoir accepté de nous partager votre éclairage sur le sujet. Alors, avant de nous dire quelles peuvent être les clés de la réussite, on va quand même faire un petit point de situation. Est-ce que, comme Christophe Béchu, vous pensez que la territorialisation de la transition énergétique passe par une planification décentralisée? Est-ce que, pour être clair, planifier sans centraliser, est-ce que c'est possible, Valérie Michaud? Bonsoir. Alors, pour répondre, en fait, le plus simple peut-être, c'est que je vous explique sur quoi je travaille. Je travaille donc sur la territorialisation de l'action publique et notamment de la transition énergétique. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, quand on pense énergie, on pense d'abord aux bâtiments. Donc, évidemment, les collectivités ont des patrimoines. Mais il faut penser aussi au territoire en tant que tel. Et en fait, ce qui se passe depuis quelques années, progressivement, tous les territoires
Alors ça se passe à l'échelle des agglomérations, souvent, ou des communautés de communes, développent des stratégies pour accompagner la transition énergétique et écologique. Et ça se passe par un diagnostic. Alors on fait un diagnostic sur la consommation d'énergie sur le territoire, sur les émissions de CO2. On va se fixer un objectif de diminution des consommations d'énergie et des émissions de CO2. Et on va passer à quelles sont les actions possible. Alors sur tel territoire, il y aura peut-être un réseau de chaleur possible parce qu'il y a une grosse entreprise qui produit beaucoup de chaleur. Sur un autre territoire, ça va être le solaire. Sur un autre territoire, ça peut être très 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 diversifié. C'est pour ça qu'on parle de transition énergétique pour et via les territoires, parce que finalement les territoires sont un bras armé important de la transition énergétique. Et pour en venir à ma question quand même, vous l'avez un peu oublié. Planifier sans centraliser, c'est possible? Alors, comment peut-on faire? Eh bien, on se fixe des objectifs ambitieux. Les premiers à s'en être fixés, un important, c'est l'Europe. Vous savez qu'on on s'est fixé une diminution de 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, oui. De neutralité carbone en 2050. Tout ça irrigue la France. Donc en ce moment, il y a des discussions très âpres entre l'Allemagne et la France, notamment. Je ne sais pas si vous avez entendu dire que les uns étaient pour le nucléaire et les autres étaient pour les énergies renouvelables. Et ça a fait des choses un peu particulières. Et donc, il y a des discussions qui sont, par exemple, en cours sur les énergies renouvelables. Et en France, vous avez des discussions sur la feuille de route énergétique française. Et cette feuille de route énergétique française, elle a été mise en ligne il y a quelques jours. Vous avez un document qui émane du secrétariat général de la planification écologique et énergétique, et qui montre à quel point on va doubler les énergies renouvelables. C'est le cas de l'Europe, hein, c'est à peu près ces objectifs-là qu'on a partout. Nous, on va mettre aussi l'accent sur le nucléaire, on va mettre l'accent sur les réseaux de chaleur, on va mettre l'accent sur les réseaux électriques locaux. Je vous invite à consulter cette feuille de route qui montre à quel point on va travailler sur les territoires, puisque ça va s'incarner sur les territoires. Alors, écoutons la voix des collectivités, Francisque Vigouroux. Vous avez entendu le ministre qui vous fait plutôt un bel appel du pied. Alors, j'aurais pu écrire le discours du ministre, parce que je suis d'accord en tout point avec ce qu'il a dit, et par ailleurs, d'ailleurs, on se connaît assez bien à titre privé. Mais je vais revenir à votre question sur la planification territoriale. Moi, je reste très critique, mais critique pour faire avancer le débat, évidemment. Car les relations entre les collectivités locales et l'État se sont détériorées depuis aujourd'hui une bonne dizaine d'années. Et le sujet en France, mais qui ne concerne pas uniquement le thème de notre rencontre cet après-midi, c'est la question de la confiance. En France, on a du mal à accepter le principe de la décentralisation, mais parce que l'État a été construit de cette manière-là, donc ça nous dépasse d'ailleurs sur le plan historique. C'est la raison pour laquelle la plupart des communes, quelle que soit leur taille, réclament un nouvel acte, un acte 4 de la décentralisation. Et ça ne suffit pas de travailler seul dans son coin en dehors de l'État. C'est tout le contraire. Et je voudrais rappeler que je représente la PVF, ce sont les communes de moins de 4 000 habitants, de moins de 25 000 habitants. Et il y en a environ 4 000 en France. Les communes représentent le cœur de l'investissement public local. Les communes, c'est 60% de l'investissement public local. Je me dis bien les communes. Le bloc local, c'est 70% avec les intercos. Les communes, c'est 60%. Le ministre parlait des emplois industriels. La plupart des emplois industriels se situent dans les communes de moins de 25 000 habitants. Ça montre qu'on a un effet déformant en France. On voit souvent, par le biais des médias, par le biais aussi des volumes, les grands pôles urbains, les grandes métropoles. Mais en réalité, la France est diverse et il y a une vraie vie économique, sociale, familiale, etc., dans les petites communes. Donc c'est pour relativiser ce que l'on croit trop souvent. Et ensuite,
je vais vous donner une anecdote. Hier soir, je suis membre d'une agglomération importante et connue, l'agglomération Paris-Saclay, que tu connais, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On recevait un membre du GIEC qui nous présentait le dernier rapport du groupement. Et donc c'était passionnant en fait. Le bureau des maires, on a eu un échange intéressant avec cette experte. Et on l'a interrogé sur finalement quelle était la bonne pertinence en termes de politique publique, de méthode. On parlait de méthode tout à l'heure en aparté au bord de la Seine. Lorsqu'on est élu local, aujourd'hui, la plupart des maires, quelles que soient les tendances politiques, les tailles de communes, sont engagés dans le domaine de la transition écologique. Aujourd'hui, on revisite nos espaces publics, on dévégétalise, on désimperméabilise. On travaille sur la performance énergétique de nos bâtiments. Finalement, peu ou prou, on mène à peu près tous les mêmes politiques publiques. Alors de manière plus ou moins volontaire, avec plus ou moins de moyens financiers, mais j'ai quand même le sentiment qu'on va tous dans le même sens. Je préside l'association des maires de l'Essonne, donc des maires de toute taille, de toute obédience, et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Le problème que l'on a, et pour le coup, c'est le problème des collectivités locales, c'est qu'on a d'un côté les boîtes. Vous êtes les sachants, vous avez des techniques avérées, comme le disait le président, alors soit disponibles sur étagère, soit on peut travailler sur des solutions plus personnalisées. On a d'un côté l'État qui est aujourd'hui l'un des principaux pourvoyeurs de fonds publics. Le ministre parlait des fonds verts, on demande une pérennisation des fonds verts année après année pour que l'on puisse mener une politique de plan pluriannuel d'investissement sur nos différentes politiques publiques. Et nous avons un problème, moi c'est ce que je ressens dans nos collectivités, c'est l'acculturation. Je suis frappé, et c'est l'exemple, je le vois aussi dans ma commune, 10 000 habitants, on n'est pas prêt pour aller aussi vite. On a un problème de formation. Tout à l'heure vous parliez de silos, mais on est en plein dedans. On va revoir les frais ensemble dans un instant là. Quand on désigne quelqu'un pour travailler sur un projet, ça prend un temps monumental. Donc en fait, moi je crois, alors je n'aime pas le terme de planification parce que je m'en méfie, mais je crois plutôt à l'idée qu'il faut à un moment donné insuffler une direction et trouver la bonne échelle. Est-ce que la bonne échelle c'est l'interco? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est le département? Je crois de plus en plus que c'est peut-être le département et moins l'interco, mais on peut peut-être y revenir. Alors, du côté des entreprises, Ludovic Duplan, où en est-on de cette territorialisation? Moi, je voudrais quand même envoyer un message positif parce que chacun d'entre nous se souvient, il y a serait-ce que 5 ans, on n'installait pas une seule borne de recharge de véhicules électriques, on ne faisait pas d'autoconsommation, les contrats de performance énergétique démarraient à peine. Donc moi, le message que je voudrais faire remonter et passer, c'est qu'il y a plein d'initiatives sur le terrain. Et je vais vous en donner quelques-unes. D'abord, aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il faut consommer moins. Je crois que ça, c'est acquis. Qu'il faut produire des énergies décarbonées, c'est acquis. Qu'il faut une mobilité durable, notamment électrique, c'est acquis. Et puis, qu'il faut s'occuper de l'impact climatique. Et notamment, on le voit en ce moment avec le problème de l'eau. Alors, c'est vrai que dans la prise en compte de ces sujets-là, le monde privé a été très rapide. Et ce qui a été le déclencheur, c'est peut-être l'objectif qui a été fixé, mais c'est surtout l'augmentation du coût de l'énergie qui a été si soudain et qui a cassé finalement ce modèle d'une énergie stable à un prix fixe. Et les gens se sont rendus compte que l'énergie avait une vraie valeur. Et donc, les industriels en premier se sont emparés des problèmes de performance énergétique. Comment consommer moins, comment mieux réguler son énergie. Et ça, il y a eu une vraie accélération ces dernières années au niveau des acteurs industriels. Les propriétaires de bâtiments aussi aujourd'hui se rendent compte qu'un bâtiment qui est une passoire thermique, un bâtiment qui n'est pas performant, il a sa valeur marchande est moindre. Donc c'est vraiment l'impact économique qui a été le vrai déclencheur. Sur les collectivités, il y a plein de belles histoires. Moi, je voudrais vous faire remonter des exemples qui viennent du terrain des entreprises du CERS. Le premier, c'est par exemple la ville de Beau-Soleil, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, qui a fait un contrat de performance énergétique, a remplacé l'éclairage, qui a modernisé ses éclairages publics et qui s'est engagé, au travers d'un contrat de performance énergétique, à réduire de 70% la consommation. Ça, c'est un bel exemple concret de ce qu'on peut faire. Un autre exemple, par exemple, qui touche le bâtiment, sur Albi, rénovation énergétique de la cité administrative. Là, collectivement, l'entreprise s'est engagée
engagé, en rénovant la façade, en rénovant le système de chauffage, en rénovant le système d'éclairage, finalement, d'atteindre une performance de 50%. Donc les solutions, on les a, les exemples concrets, on les a, et je pourrais vous citer des tas d'exemples de villes qui se sont emparées de ces sujets-là. Effectivement, on a un problème de montée en puissance. Est-ce que c'est un problème de planification? Est-ce que c'est un problème d'organisation, peut-être? Ça, on le verra un peu plus tard. Après, c'est vrai que le dernier sujet, c'est ce qui est l'autoconsommation. L'autoconsommation, pareil, dans le privé, il y a des vrais sujets. Aujourd'hui, dans les collectivités, ça démarre doucement. Je pense que les nouveaux règlements d'autoconsommation collective, où on peut prendre l'électricité, produire l'électricité de différents fournisseurs, et puis dans un rayon de 2 km ou de 20 km sur exception, on peut le consommer à divers endroits, va permettre aux collectivités de s'emparer de ce sujet-là et donc de produire de l'énergie décarbonée qui va aussi permettre de réduire ses coûts. Pour moi, il y a plein de choses qui se passent sur le terrain. C'est pas que les grandes villes, c'est aussi beaucoup de petites villes qui s'emparent petit à petit de ce sujet. Et la beauté de ça, c'est que ce sont des contrats qui génèrent des économies. Et par la performance énergétique, on génère aussi des économies, on maîtrise son énergie et on génère des économies. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur justement ces points de blocage. On vous a demandé à vous dans la salle quels étaient pour vous les principaux freins que vous rencontriez. On les a résumés dans un nuage de mots. Vous le voyez, il y a à la fois l'organisation en silo, les montages financiers, le manque d'approche globale. Ludovic Duplan, c'est des freins que vous partagez aussi ? Oui, alors là, c'est l'exercice un peu difficile parce qu'on est quand même dans une démarche pour aller de l'avant. Moi, ce qui est remonté... Après, on fera les leviers ensuite, ce qui est remonté des entreprises du CERF, c'est ce qu'on partage globalement, c'est que le modèle de financement public est compliqué. Les collectivités attendent d'avoir des subventions à hauteur de 80% pour lancer leurs projets. On n'a pas forcément une vision globale, c'est-à-dire qu'on sépare les coûts d'investissement des coûts d'exploitation, alors qu'une vision globale, CAPEX, OPEX, permettrait finalement de financer des projets par les économies générées dans l'exploitation. Et comme aujourd'hui, il y a un mur de Berlin entre les deux, c'est compliqué à financer. Ça, c'est le premier sujet, c'est le projet de financement. Le deuxième, je dirais que c'est la multiplicité des lois, loi d'accélération des énergies renouvelables et nucléaires, plan climat, décret tertiaire, décret BAX, etc. Il y a une multitude de règles qui viennent se superposer les unes aux autres, et ça apporte pas de la clarté. Alors je veux bien de la planification, mais de la planification pour la clarté. Le troisième élément qui est important, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est ces fameuses subventions. Et là aussi, je peux vous dire que la liste est longue, entre le fonds vert dont on parlait le ministre, l'ACTE, le FEDER, la dotation aux investissements des collectivités. Il y a plein de formes de financement. Et ces formes de financement, finalement, elles ont des modalités différentes. Et ça ne simplifie pas le sujet. Et donc je pense que si on devait faire un effort de simplification, c'est finalement dans l'accessibilité à des sources de financement qui soient claires et simples par rapport aux projets que l'on mène. Ensuite, et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un silotage souvent de l'organisation des municipalités ou des collectivités, c'est-à-dire quelque part, plus la collectivité est grande, plus elle est silotée, plus elle est petite, moins elle est silotée. Et donc ça quand même rend difficile une approche globale. Quand on fait un contrat de performance énergétique, on va réfléchir à embellir, à moderniser l'éclairage public. On va aussi apporter des solutions de vidéosurveillance, puisqu'on va profiter du réseau Contir pour contrôler l'éclairage, pour mettre dessus des caméras. On va aussi mettre de la télésurveillance ou de la surveillance des éclairages. Et donc, tout ça, ça entraîne des compétences et ça implique des services ou des départements différents. Et parfois, on a beaucoup de mal à faire passer un projet puisque chacun tire un peu de son côté et la performance énergétique, ça demande une approche plutôt globale. Voilà, ça ce sont les freins les plus importants, mais rien n'est surmontable et je suis sûr qu'avec un peu d'effort, on peut y apporter des solutions. Est-ce que vous partagez ces mêmes freins, Valérie Michaud ? Alors oui, tout à fait. La seule chose, c'est que je voudrais donner un peu sens à toutes ces lois qui arrivent. Alors, c'est marrant, je me doutais que vous alliez dire ça, mais bon. En fait, il faut bien se situer. On est en 2015, par exemple, et en 2015, il y a les accords de Paris et la COP 21. On prend conscience qu'il y a un problème climatique.
Ensuite, on arrive en 2019, le GIEC arrive avec des rapports alarmants, on prend conscience qu'il y a vraiment un problème, et au niveau de l'Europe, ils font un travail formidable, et ils essayent de mettre en place un mécanisme très 360 degrés pour essayer de rentrer dans cette transition. Arrive la crise énergétique, donc si on regarde les objectifs, 2015 on est là, 2019 on fait un gros pas, c'est-à-dire qu'on change toutes nos lois, puisqu'il faut être cohérent avec ce nouveau pas qu'on fait. Et la crise énergétique arrive, et ils refont une autre réflexion en se disant qu'il faut aller encore plus vite. Et donc, il y a un troisième palier qui arrive avec un nouvel accord à 27 sur de nouveaux objectifs. Alors, ça s'incarne de tous les pays européens, français, etc. Et ça s'incarne, par exemple, par une loi qui s'appelle la loi de l'accélération des énergies renouvelables, qui porte bien son nom. En ce moment, les maires, alors pas tous, apparemment, ça commence maintenant et ça va s'étaler dans les mois qui viennent, sont en train de décider où il y aura des énergies renouvelables tout autour d'eux, parce qu'en France, on a besoin d'une cartographie pour après aller voir des acteurs privés, etc. Mais ils vont faire tout ce travail de collaboration. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de cloisonnement, ça c'est très vrai. Mais par contre, il y a une telle accélération, une telle pression de l'Europe et au niveau national que de toute façon, toutes les collectivités vont s'y mettre très rapidement, que ce soit au niveau de ces stratégies territoriales, c'est-à-dire les collectivités, enfin les communautés d'agglomération, les communautés de communes, etc., et au niveau des communes. Donc sur l'accélération, c'est vraiment très concret, vous allez le sentir de plus en plus. Alors ça, c'est tout, hein, c'est l'économie circulaire, c'est les déchets, c'est utiliser les bouts d'épuration pour faire soit de l'hydrogène, soit du biométhane, faire rouler des bus. Enfin, voilà, hein, on est pris dans une grande transformation, et l'électricité et l'électrification des usages, maintenant on parle comme ça, est une grande part de ces transformations, et donc effectivement vous êtes au cœur de cette transition. Alors l'un des freins que vous avez évoqué, Francis Vigouroux, tout à l'heure, c'était le financement, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a un moyen de franchir ce mur d'investissement qui est face à vous? Oui, je crois. Alors, pour être un peu positif malgré tout, je crois qu'effectivement, comme tu l'as dit à l'instant, d'une manière ou d'une autre, forcé ou volontaire, on doit y aller. Voilà. Donc il faut effectivement s'organiser. Je crois que la volonté politique est plutôt partagée en général. Après, la question de savoir comment on s'organise. Les principaux freins qui ont été identifiés par les personnes qui sont dans la salle, alors j'y souscris totalement. Concernant la législation, on doit répondre depuis maintenant quelques années à différents enjeux, ce qui explique les différentes couches de loi, pour dire les choses simplement. En revanche, là où on a, à mon avis, une amélioration notable à mettre en place, c'est au niveau local. Et quand je dis local, c'est au niveau territorial. Et quand je dis territorial, ce n'est pas uniquement au niveau des communes ou des intercos. Le rôle des services préfectoraux est majeur. Le président de la République, lors de son premier mandat, je crois, avait mis en exergue le fameux couple maire-préfet. Il s'avère que ça fonctionne plutôt bien. Quand on fait le tour des départements, aujourd'hui, les lettres de mission des préfets sont plutôt bien organisées, et les préfets, aujourd'hui, cherchent vraiment à accompagner les collectivités. Quand je dis les préfets, c'est les préfets, les sous-préfets. Il y a parfois des sous-préfets à la relance qui sont chargés de détecter les projets des collectivités pour ensuite bien flécher les fonds des îles dont vous parliez, les fonds verts, etc. Et les régions et les départements jouent assez bien le jeu aussi entre eux. Il y a des contrats de territoire, des contrats régionaux. Enfin, tout ça est plutôt bien organisé, je trouve. En revanche, ça ne descend pas d'une manière suffisamment claire dans les communes. Et donc, je crois que c'est rare quand un maire dit ça, mais je crois qu'il y a encore de l'argent. Enfin, il y a encore de l'argent à aller chercher. Simplement, on ne sait pas toujours comment aller chercher. Et moi, je vais prendre l'exemple dans ma commune. On a pas mal de projets d'investissement qui sont très fléchés sur des sujets bâtimentaires, puisqu'aujourd'hui, les fonds verts, les DESIL, les contrats de territoire sont orientés dans cette direction, et tant mieux.
Et simplement, comme moi je n'ai pas l'ingénierie, comme je n'ai pas les ressources suffisantes, je fais appel à des maîtrises d'œuvre qui, dans leur mission, sont aussi chargées d'aller chercher les subventions. Voilà. Et ensuite, donc, sur l'aspect financier, donc je vous réponds, je pense qu'il y a encore de l'argent, mais on a encore un problème de méthode, et je pense qu'il faut conforter encore le lien territorial préfet, département et bloc local. Ok. Voilà. On va voir rapidement les principaux leviers. Pareil, on les a résumés dans un nuage de mots. Vous voyez, proximité client, les usages, le dialogue qui permet justement cette approche globale dont vous parliez tout à l'heure, Ludovic Duplan. Ça résume aussi ce que vous pensez des principaux leviers? Oui, je pense qu'on en évoquait tout à l'heure au travers des formes de contrats, tels des contrats de performance énergétique. Ces contrats permettent et rassurent les collectivités parce que l'entreprise s'engage dans la durée à atteindre une cible d'économie. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ce contrat, il démarre souvent avec un dialogue pour bien comprendre les besoins et bien définir finalement le projet à établir. Donc il y a un cadre qui existe et ces contrats sont une des solutions pour répondre à ces enjeux de contrats de performance énergétique. Bon, il y a l'engagement du résultat, on l'a vu. Moi, ce que je voudrais insister, c'est un peu dans l'exemple que j'ai donné, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça part quand même d'un besoin dans une collectivité donnée. C'est quand même des projets, c'est le même enjeu partagé, mais les applications et les besoins sont singuliers au niveau des communes, et il faut partir de la commune pour définir le besoin. Ce n'est pas quelque chose qui doit descendre d'en haut, c'est bien quelque chose qui doit venir d'en bas. Et je dirais que les entreprises du CERS, elles ont cette vocation finalement, par leur proximité avec les collectivités, parce qu'elles font des travaux au quotidien, parce qu'elles sont là pour faire des opérations de maintenance. Finalement, elles ont une bonne compréhension des besoins et des usages, et donc elles sont en mesure finalement de bâtir ces projets dans le cadre d'un dialogue avec la collectivité. Moi, je pense que c'est vrai qu'on s'est emparé de ces sujets, il ne faut pas se le cacher. Les sujets de performance énergétique sont des relais de croissance très importants pour nos entreprises. Il faudrait y ajouter aussi la brique numérique parce que les deux sont liés. Hein. Et ces nouveaux enjeux pour nous font l'objet de formations en interne et on s'est emparé de ces sujets-là. Donc, on a la capacité à proposer des solutions auprès des collectivités, des solutions adaptées aux besoins de chacun, de par aussi notre présence. Voilà. Et puis, il y a quelques enjeux, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est vrai que la maquette numérique est un bon exemple. Mais par exemple, sur la cité administrative d'Albi, on a pu tester au travers la maquette numérique les différents scénarios de performance énergétique pour choisir le meilleur et le plus adapté aux besoins et à l'usage. Donc voilà, tout ça part d'un dialogue, d'une discussion sur le terrain, au plus près des besoins des collectivités. Je crois que c'est ça le maître mot. Bien, un grand merci à tous les trois pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle auxquelles nos trois invités pourraient répondre? Dites-nous bien surtout à qui vous vous adressez. Y a-t-il des questions? Ah, monsieur, tout au fond, merci. Oui, bonjour, Romain Peton, Massé Énergie. Alors j'aurais une question plutôt pour Valérie Michaud. Vous avez évoqué tout à l'heure, alors je pensais à l'intervention, il me semble, de Jacques Chirac il y a 20 ans à l'ONU, qui parlait la maison brûle. La maison brûle. Vous avez évoqué l'accélération ces dernières années, notamment avec la COP21 à Paris, qui nous a bien marqué, l'évolution de la réglementation et la directive européenne FIT 55, et donc tout cet enchaînement de réglementation et finalement de contraintes. Est-ce que les contraintes qu'on peut voir, qui peuvent être aussi des enjeux de société, est-ce que les contraintes sont un enjeu ou plutôt des faiblesses pour nos activités, et est-ce que comment jouer ou en tout cas faire valoir ces contraintes pour l'accélération et prendre en compte ces contraintes? Alors nous, nos travaux de recherche, ils portent en fait, par exemple, si vous prenez un secteur, je vous réponds en vous donnant un exemple. Par exemple, si vous prenez le secteur automobile, pendant 30 ans, la Commission européenne et l'Europe a essayé de passer à l'électrique, enfin de trouver des solutions. Et on a amélioré un petit peu le moteur thermique, et c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle des systèmes sociotechniques qui se bloquent autour d'un fonctionnement optimum
et qui font qu'on a beaucoup de mal à absorber ce qu'on appelle des innovations disruptives. Donc pour faire rentrer la transition avec des innovations disruptives qui sont l'hydrogène et même les pompes à chaleur sont quelque part disruptives puisqu'elles modifient quand même un certain nombre de choses, eh bien on est obligé de faire ce qu'on appelle des politiques de déstabilisation. Et on déstabilise les systèmes pour pouvoir les faire évoluer vers autre chose. Si vous avez fait un peu de conduite du changement dans les entreprises, c'est exactement le même principe. On utilise des visions, des politiques de communication très fortes pour inciter et montrer qu'on ne peut pas faire autrement que de changer, parce que sinon on ne change pas. Donc la Commission européenne et l'Europe en général a pris ce pli de dire il faut commencer par déstabiliser. Donc par exemple dans l'automobile, ça a donné on arrête en 2035 le thermique pour les voitures neuves. Eh bien, dans la transition énergétique, et je pense à l'énergie, puisque la transition écologique est plus large, je ne vous parle pas de biodiversité, etc., dans la transition énergétique, il y a exactement le même principe qui est en train d'être mis en œuvre, parce que sinon, on va faire du surplace. Donc, c'est des contraintes fortes. Alors, on va donner un autre exemple, c'est les zones à faible émission. Vous savez que les zones à faible émission, le Sénat vient de déposer une requête pour les ralentir, pour dire on n'y arrivera pas, c'est pas possible, il faut ralentir à 2030, etc. Bon, on va probablement ralentir, mais toutes ces politiques de déstabilisation préparent tous les acteurs économiques. Moi, je travaille beaucoup sur l'industrie automobile, vous l'avez compris, ça a permis quand même à tous les constructeurs de faire des pas de géants qu'ils n'auraient jamais fait, parce qu'on donne quand même une visibilité à long terme aux acteurs économiques qui n'auraient pas été si on n'avait pas eu ces politiques de déstabilisation. Donc je pense que vous êtes vraiment au cœur et vous avez énormément de chance d'être au cœur, puisque c'est quand même l'électrification des usages qui est en train de se passer devant nous, et moins finalement du biogaz, même si tous les biogaz sont mis aussi en avant. Mais on doit passer par ces politiques de déstabilisation pour arriver à avancer, même si c'est sûr qu'il y a un moment où tout le monde va dire non, le rythme il est trop important. Si on baisse un petit peu les objectifs, à ce moment-là, voilà, la déstabilisation elle est quand même déjà arrivée, et un certain nombre d'acteurs économiques ont commencé à s'emparer des sujets et à modifier leur stratégie en fonction, et on commence à arriver à une mutation réelle. Y aurait-il une deuxième et dernière question, parce qu'on a pris un peu de retard? Monsieur, le temps que le micro vous arrive, mais Paul est très rapide. Merci Paul. Bonjour, François Chienne, je suis directeur régional pour Vinci Énergie en Pays de la Loire. Alors, ça fait de la redite, hein. Moi, j'avais une question qui peut, pour le coup, Monsieur Vigouroux peut y répondre. Aujourd'hui, on parle de simplification. Vous avez parlé de difficultés de la part des collectivités à aller chercher des fonds aujourd'hui. C'est vrai que l'univers a l'air vague, vaste comme ça. En revanche, est-ce que vous avez, vous, des idées à votre niveau pour simplifier et raccourcir le temps d'étude de tous ces sujets-là pour pouvoir accélérer la transition? Parce qu'on a l'impression que dans le millefeuille administratif, c'est aussi compliqué pour vous que pour nous à la fin. Oui, alors j'ai deux axes en fait, deux idées. Voilà. Une première nous concerne, nous, côté collectivité locale. Je travaille avec le président du département de l'Essonne depuis déjà quelques semaines pour voir dans quelle mesure il serait opportun de créer une agence d'ingénierie à l'échelle départementale. Ça se fait dans d'autres départements, ça se fait dans les Yvelines, enfin ça existe déjà d'ailleurs, pour que cette agence est dotée, notamment de ressources, enfin de personnes qualifiées, puisse conduire les projets des collectivités. Alors une fois que le projet est déjà mûr dans la collectivité, parce que comme vous le dites, il faut que ça vienne de la collectivité. Si un maire vient avec une idée à peu près vague et assez romantique, on va perdre du temps. Non, mais enfin, voilà, avant un projet, il y a d'abord une idée, mais en général, l'idée elle a été maturée avant qu'on se présente aux élections, et ça fait l'objet d'un programme municipal. Mais dès lors que le projet est assez mûr et précis, eh bien, que les personnes de l'agence d'ingénierie travaillent tout le processus en amont, parce que souvent on perd du temps en amont dans ce temps
dits intellectuels, jusqu'à la recherche des financements, et en conduisant l'ensemble des études préalables dans tout le domaine, et en vérifiant également que ce projet est bien compatible avec l'ensemble des réglementations, parce qu'on s'aperçoit aussi que parfois des réglementations sont incohérentes les unes avec les autres, ou les unes contre les autres. Quand on veut installer des panneaux photovoltaïques sur un gymnase, mais que la BF nous dit qu'on est à moins de 500 mètres du clocher, etc., etc. Enfin, ce sont des exemples qu'on connaît tous. Et la deuxième idée, j'y pensais en venant en fait sur votre congrès. En Essonne, une fois par an, on réunit l'ensemble des entreprises des TP. C'est-à-dire les boîtes qui font le bitume, qui travaillent sur les réseaux, la fibre, etc., pour travailler sur les solutions. Et pour que nous, collectivités, et également services de l'État, on comprenne les attentes et les aléas techniques auxquels les boîtes sont soumises, et que les entreprises comprennent également nos sujets, et en particulier celui que vous évoquez. Et je pense qu'on pourrait être bien inspiré d'organiser peut-être la même chose dans votre domaine d'activité. Puisqu'en réalité, vous êtes sur un business qui est assez nouveau, enfin, pour nous, clients, alors pas tout à fait finaux, Monsieur le Président, vous avez raison, mais si vous le souhaitez, on peut peut-être préparer, travailler là-dessus de manière expérimentale en Essonne, puisque j'ai la légitimité pour le proposer. Je pense que ça pourrait avoir du sens. Une dernière question à tous les trois rapidement, Merci. si vous le pouvez en moins de 30 secondes. Est-ce que vous êtes finalement optimiste quant à la réussite de cette territorialisation? Valérie Michaud. Ah vous, alors allez-y, Francis Oui, bien Giroux. sûr. Je suis totalement optimiste. Je pense qu'on peut y arriver. Simplement, on a identifié les freins, on a identifié également les clés et les méthodes. Et encore une fois, je pense que déjà, je crois, enfin, c'est mon avis personnel, il faut se dire que l'écologie, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est quand même pour se préserver la planète, préserver la biodiversité. L'espèce humaine est un élément de la biodiversité. Simplement, on pense que l'espèce humaine est au-dessus des autres espèces, simplement elle est aussi fragile. Elle est peut-être l'une de celles qui va disparaître avant d'autres. Donc on a tous intérêt à s'y mettre. Et ensuite, c'est un sujet qui est aussi un vecteur de croissance, de valeur pour les entreprises. Et je trouve aussi que nous, les acteurs publics, c'est notre challenge. Je trouve passionnant moi, je suis très heureux d'être élu dans cette période, qui est effectivement difficile, mais répondre à des enjeux comme cela. Moi, mon grand-père a été maire, mon père a été maire, et c'était des maires pépères. Donc, voilà. Là, vous êtes des maires à portée de baffe maintenant. Voilà, oui. Mais enfin, moi, je ne me plains pas trop là où je suis, mais honnêtement, effectivement, c'est dur, ça interroge. Mais tant mieux, on est vivant, on y va, quoi. Donc voilà, la difficulté n'exclut pas le fait qu'il faut être volontaire et foncer, quoi. Valérie Michaud, un peu plus rapidement, ce sera encore mieux, mais bon. Bon, vous l'avez compris, moi je suis très 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 optimiste. France Stratégie a sorti un rapport de monsieur Pisari-Ferry, qui dit qu'il faut 66 milliards d'euros par an, je crois, pour accompagner l'accélération, et il met sur la table un certain nombre de solutions, etc. La transition, de toute façon, elle va se faire parce qu'il y a énormément de choses, y compris le réveil des États-Unis. Nous, on parle d'Europe, mais les États-Unis se sont beaucoup réveillés. Ils partent sur toutes les technologies vertes, et en face, la Chine aussi. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est une question de survie d'espèces humaines. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais c'est un peu ça. Mais c'est aussi une question de survie économique. Donc, il faut vraiment y aller. Et donc, je suis assez, même s'il y aura un coût de croissance, je suis assez favorable. Ludovic Duplan. Moi, je dirais simplement que je pense que la transition énergétique et numérique qui sont associées, c'est nos 30 glorieuses à nous. Et donc, c'est un océan d'opportunités pour nos activités, pour nos métiers. Et puis, dans les problématiques de formation ou d'attractivité, je pense qu'il n'y a pas plus attractif aujourd'hui que d'être le leader ou parmi les leaders dans la gestion de la transition énergétique. Et ça, c'est une chance pour nos entreprises. Merci, un grand merci à tous les trois. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci de nous avoir donc partagé votre vision. Je vous propose
pour conclure, d'entendre l'un des commissaires de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie, monsieur Yvan Faucheux. La CRE a élargi, merci. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et toutes les excuses d'Emmanuel Vargon, qui est un peu plus old school que le gouvernement, puisque nous ne sommes qu'un régulateur. Donc, plutôt que d'envoyer une vidéo, elle envoie un commissaire. Donc, voilà. En chair et en os. En chair et en os. Je ne sais pas si en bilan CO2 c'est mieux. J'en suis pas tout à fait persuadé. Donc oui, je voulais faire une conclusion. Il y a eu beaucoup de mots autour du mot investissement. Et mot investissement, ça veut dire quand même qu'il faut faire un business plan qui amortit des coûts fixes. Quand on amortit des coûts fixes, on regarde la top line, enfin la première ligne de son business plan, et la première ligne de son business plan, c'est des revenus. Des revenus, c'est des kilowattheures fois un prix de l'énergie. Et donc, je voulais engager cette conclusion sur la question du prix de l'énergie. Prix de l'énergie qui est un élément qui va devenir, je pense, relativement fondamental dans la capacité à justifier des investissements dans le futur. Aujourd'hui, on vient d'une ère, on vient d'un moment où il y avait un système, je dirais, relativement surcapacitaire globalement, et donc une surcapacité, que ce soit de la production électrique ou que ce soit de l'approvisionnement sur des énergies fossiles de type gaz, qui ne favorisait pas la transition énergétique. Elle ne le favorisait pas parce qu'il n'y avait finalement pas beaucoup d'opportunités business pour ce qui était la maîtrise de la demande énergétique ou la baisse de la consommation ou la sobriété. Et puis il n'y avait pas non plus beaucoup d'opportunités parce que c'était des prix de l'énergie qui étaient relativement stables. Alors, de la toute mauvaise nouvelle, quelque chose est bon, quelque chose peut être bon. D'abord, il y a une augmentation du prix de l'énergie globalement. Je ne sais pas si elle sera pérenne, mais il y a surtout une augmentation de la volatilité de l'énergie. Aujourd'hui, on a des prix de l'énergie qui sont redevenus, alors j'ose pas dire bas, parce que bon, 100 € le mégawattheure en électricité, c'est quand même pas très bas, mais en tout cas, c'est clair que quand on regarde les produits futurs pour le premier trimestre de l'année 2024, on remonte plutôt à des prix de l'ordre de 250-300, c'est-à-dire que la volatilité qu'on a connue récemment, et je pense, et la plupart des acteurs qui sont sur le marché, c'est un élément important. Alors je vais quand même essayer de parler de territoire et de numérique, parce que alors là on est parti très loin perché sur les prix. Pour arriver à avoir des investissements sur les territoires qui soient des investissements de la transition énergétique, comme je disais tout à l'heure, il faut arriver à amortir des coûts fixes. Donc il faut avoir des signaux long terme dans un marché dans lequel la volatilité va prendre une part de plus en plus croissante. Aujourd'hui, il y a énormément de débats sur la réforme du design de marché, des questions assez urgentes sur la façon dont le nucléaire historique sera vendu, puisque je rappelle que l'ARENH s'arrête au 31 décembre 2025, 1er janvier 2026. Je ne sais pas, parmi vous, parmi les entreprises du CERS, quelles sont vos perspectives de sourcing sur des produits annuels, mais ça ne doit pas être tout à fait évident à anticiper aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est sur la recherche de signaux long terme dans un marché qui, fondamentalement, s'est orienté vers de la volatilité forte. Les territoires, d'abord, dans le cadre de la transition énergétique, et je vais prendre d'abord l'angle de la transition énergétique, puis après je prendrai l'angle de la numérisation. Les territoires, d'abord, c'est une ressource. C'est une ressource difficile à aller chercher, puisque les énergies renouvelables sont des énergies qui sont fortement consommateurs de foncier. On est passé d'un monde où l'énergie s'est concentrée, puisqu'on est parti du moulin à vent ou des ressources hydrauliques, pour aller vers le bois, le charbon de bois, le pétrole. Maintenant, le nucléaire dans les pays qui font le choix du nucléaire. Certains pays n'en veulent pas pour des raisons qui sont souvent plus sociologiques que rationnelles. Et aujourd'hui, la décarbonation de la société passera sans doute par du nucléaire en France, pas dans d'autres pays, mais passera aussi par le déploiement d'énergie renouvelable. Qui dit énergie renouvelable dit consommation de territoire, qui dit consommation de territoire dit collectivité territoriale et acteurs aménageurs de ces territoires au cœur de la question. De ce point de vue-là, ces ressources sur les ENR nécessitent de réfléchir sur l'acceptabilité. La CRE gère, pour le compte du gouvernement, un certain nombre d'appels d'offres, ce qu'on appelle les appels d'offres CRE, c'est une mauvaise
dénomination. Ce sont des appels d'offres gouvernementaux que la CRE gère. On touche du doigt tous les problèmes d'acceptabilité sur les territoires. Problèmes d'acceptabilité qui sont souvent liés d'une part à une incompréhension ou une mauvaise compréhension de ce que les ENR sont dans un mix énergétique futur. Ça, c'est une question générale. Et puis après, il y a souvent une question locale. Hypothèse étant faite qu'il va falloir faire des ENR et qu'il va falloir en faire sur notre territoire. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour en faire ? Et souvent, on s'aperçoit que le débat n'est pas forcément bien posé, puisque la question générique de pourquoi faire des ENR réintervient alors qu'on est sur la question du choix de la parcelle, et inversement. Quand on est sur des questions plus générales, tout de suite, évidemment, la question c'est not in my backyard, où est-ce qu'on va le mettre ? La segmentation de ces questions d'acceptabilité n'est pas simple. Maintenant, si on reparle du numérique, dans lequel il y a beaucoup d'opportunités, le numérique a deux avantages pour les territoires et pour le futur énergétique dans lequel la volatilité sera un élément fondamental du prix. Premier élément, c'est que le numérique, c'est des données, et les données, c'est quand même l'outil de base pour arriver à aménager un territoire, que ce soit en réseau, que ce soit en modalité de transport. Le fait de passer sur des véhicules électriques va coupler de plus en plus fortement la question du devenir énergétique des territoires avec la question des mobilités et du transport. Pour le dire autrement, avant, une station-service, ce n'était pas très consommateur de territoire. Demain, le déploiement massif d'infrastructures de recharge de véhicules électriques va avoir un impact assez majeur sur les réseaux de transport d'électricité, y compris dans des territoires très ruraux, puisque dans ces territoires ruraux, je vous rappelle quand même, les lignes, elles sont aériennes, ça ne passe pas du 300 kV ou du 450 kV tous les 4 matins. Voilà, donc ça, déjà, les données sont un élément important de décision ou d'aide à la décision pour les territoires. Et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup entendu le fait que face à un tissu de collectivités territoriales en France qui est quand même extrêmement, je dirais, au contact du citoyen, et c'est un choix qui, je pense, a ses avantages. On parlait tout à l'heure du maire à portée de baffe. Ça a ses avantages. Il y a d'autres pays dans lesquels la distance entre les élus locaux et le citoyen de base est ressentie comme étant dommageable pour la démocratie locale. Je pense qu'on voit toujours nos difficultés, on ne voit pas forcément toujours les avantages de notre système. Ça a une contrainte, c'est qu'il faut aussi des outils d'aide à la décision qui ne soient pas recréés systématiquement par chacun des territoires, sinon on a des coûts fixes qui vont s'accumuler et le système sera forcément inéconomique à la sortie. Et je rajouterai un dernier élément, parce que sinon je vais être trop long et je vois que je commence déjà à avoir on n'a rien dit. Le time-out. Oui, non, mais je vois dans l'œil de M. Palais le décompte qui s'affiche. Demain, je ne sais pas quel sera le meilleur mix énergétique. En tout cas, RTE, en faisant ses projections, indique que de toute façon, demain, il va y avoir un élément fondamental dans le mix énergétique, ça va être la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité de contrôler sa consommation pour pouvoir consommer, si possible moins, mais en tout cas au meilleur moment. C'est-à-dire essayer de consommer quand les prix sont bas. Et en règle générale, sans faire de grandes études d'économie, les prix sont bas quand il y a surproduction, et souvent il y a surproduction quand les productions fatales produisent. Gros avantage, les productions fatales sont en règle générale des productions décarbonées. Donc si tout le système reboucle bien, l'investissement dans la flexibilité est un élément qui sera de toute façon à Paris, si ce n'est gagnant, au moins sans trop de regrets. Or, cet investissement dans la flexibilité, ça suppose du numérique, puisqu'il faut d'abord savoir combien on consomme, et ensuite pouvoir agir ou rétroagir à distance. On est actuellement à la CRE en train de faire une petite étude avec Schneider Electric et d'autres acteurs, mais y compris le CERS d'ailleurs, un groupe de travail, si quand même, je pouvais pas, et qui essaie de savoir au périmètre du bâtiment tertiaire, avec plus de 1000 mètres carrés, pour être dans le cadre du décret BAX et du décret tertiaire, histoire d'essayer de coller au moins avec les différents textes statutaires, d'essayer de voir un petit peu quels sont les gisements de flexibilité qu'on peut avoir. Sans trahir ou sans donner déjà les conclusions, on a quand même deux éléments qui ressortent de façon assez massive. Première chose, c'est qu'un bâtiment ou une flexibilité, plus elle s'anticipe, plus elle donne lieu à des opportunités d'investissement. Pour le dire autrement, si une flexibilité, c'est quelque chose qui doit se programmer 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance, c'est très difficile d'investir dans des équipements de gestion technique du bâtiment, de GTB. Et donc, plus on aura des flexibilités, ou plus on sera capable d'envoyer des signaux long terme de valorisation de cette flexibilité avec des produits dans les marchés électriques ou dans les marchés énergétiques qui soient des produits
de long terme, y compris en se disant bon, bah, il faut s'adapter au fait que le PV a tendance à produire de façon à peu près sûre entre 11h et 16h, etc., etc. Bon, c'est un élément qui est important. Deuxième élément qui est important, et ça a été signalé, c'est le besoin en ressources humaines. Un premier calcul de coin de table au périmètre des besoins dont on peut anticiper pour la gestion des bâtiments tertiaires. Alors, bâtiments tertiaires, y compris collectivités territoriales de plus de 1000 m², des calculs de coin de table montrent qu'on est quand même dans l'ordre d'un besoin de formation annuel de plus de 10 000 par an. À mettre en regard des 80 000 formations qui sont aujourd'hui universités plus écoles d'ingénieurs dans la catégorie Bac+3, Bac+5, à peu près dans le domaine des sciences, j'allais dire dures, c'est-à-dire tout ce qui sert à faire de la gestion technique du bâtiment, de l'aérolique, de la thermique, de l'électrotechnique, etc. etc. Bon, vous avez aussi les maths pures, la géologie et l'astrologie, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit l'essentiel des formations. Voilà, donc de ce point de vue-là, je voulais finir en disant qu'il y a un élément de flexibilité qui sera sans doute un élément majeur dans le futur, en réponse à une volatilité accrue de nos systèmes énergétiques. La vraie question aujourd'hui, c'est sera-t-on capable d'envoyer économiquement dans les prix des signaux long terme qui permettront de faire correspondre une anticipation de la volatilité à long terme, en disant, ben voilà, je suis capable de valoriser le fait de pouvoir déplacer une consommation de façon générique de 10h à 14h ou de 14h à 10h, et ça quelle que soit l'année, ou de façon probabiliste sur l'année. Et en face, comment arriver à recompter ça avec un investissement qui sera effectivement fortement dépendant du fait que la ressource ou le gain espéré autour de cette flexibilité soit anticipable pour pouvoir amortir sur la durée des investissements. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien travailler, de bien investir, et en tout cas, côté la Commission de régulation de l'énergie, toutes les expériences réussies, mais on aime bien aussi les échecs, c'est pas tellement parce qu'on est tordu ou pervers ou quoi ou qu'est-ce, mais on apprend souvent d'un échec beaucoup d'éléments pour faire mieux la fois qui suit, alors qu'il arrive parfois de ne pas très bien comprendre pourquoi on a réussi. Merci. Merci, Monsieur Faucheux. Merci de nous avoir livré cette vision synthétique. Merci à tous nos intervenants de nous avoir transmis leurs clés de réussite. Au nom du CERS, je vous propose de nous diriger à présent dans un lieu magnifique, juste à côté, à la Grande Verrerie, pour un cocktail dînatoire. Bonne soirée à toutes et à tous.